Bonjour à tous. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de mes différentes expériences professionnelles ici au Japon. Mais cette fois, on va aller un peu plus loin. Les congés, les horaires, les différences entre entreprises japonaises et étrangères, bref, tout ce qu'on découvre une fois qu'on bosse vraiment ici. Commençons avec quelques petits vocabulaires de base. Les jours de repos réguliers dans votre contrat, ça peut être 1 à 2 jours par semaine, s'appellent les koku. Ensuite, les congés payés, c'est les yuku. On va être autour de 10-11 la première année et vous prenez un jour en plus par an. Vous pouvez généralement en bénéficier après 6 mois d'ancienneté, mais quand même vérifiez dans votre contrat. En fonction de certaines entreprises, vous avez aussi d'autres congés. Congés maladie, certaines entreprises étrangères principalement vont vous proposer par exemple les congés pour les règles. Il y a beaucoup de types différents de congés maladie, mais tout dépend aussi de votre société. Il est donc très important de vérifier tout ça quand vous signez votre contrat. En fonction de certaines sociétés, du moins moi les premières où j'ai travaillé, si j'étais malade, c'était un jour retiré finalement. Il n'y avait pas de congé maladie, c'est soit je prenais un congé payé, soit ça m'était tout simplement retiré comme un jour off. En fonction là encore de la société, au tout départ j'étais dans la société japonaise, c'est vrai qu'on te demande si vraiment t'es sûr que ça va pas, parce que bon c'est un peu embêtant au niveau du shift, ce genre de choses. Alors qu'à l'inverse, maintenant le groupe hôtelier où je suis est un groupe hôtelier international, donc société étrangère, le moindre problème c'est reste chez toi. Et au-delà de 2 jours d'absence, un certificat médical est demandé. Mais il y a des congés spéciaux pour justement ces congés maladie. Pour les horaires de travail, effectivement, je vois beaucoup de choses sur internet. On ne peut pas partir avant le supérieur. C'est vrai dans certaines sociétés, dans d'autres, comme celle où moi je suis actuellement, ça ne l'est pas. L'heure, c'est l'heure. D'ailleurs, l'hôtel où moi je travaille actuellement, même celui encore d'avant, c'est vraiment le gros, on est plus dans le système de l'heure, c'est l'heure. On ne veut pas que tu restes après l'heure parce que il y a aussi on veut pas payer pour tes heures sup, donc tu t'en vas. C'est l'heure à laquelle tu finis. D'ailleurs, récemment, quand j'ai commencé moi dans ce nouvel hôtel, la réglementation a changé. Le temps que l'on met à se changer est inclus dans le temps de travail. Ce qui fait que concrètement, si vous finissez à 6h, par exemple à 6h moins le quart, vous devez aller au bac, office, préparer vos affaires, aller vous changer et faire en sorte que à 6h, vous soyez parti, que vous ayez pointé en fait. Mais par exemple, l'hôtel où je travaillais, où j'étais la secrétaire de Shacho, là c'était différent. Je devais forcément être là jusqu'à que lui parte. Pareil pour le planning, les jours de congé, il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un s'il était à l'hôtel. Enfin, tout dépend de la société. Effectivement, les sociétés japonaises, on est encore un peu sur ce principe de on ne part pas avant son supérieur. Les sociétés ou des groupes qui sont étrangers, on va être plus basé sur quelque chose justement qui se fait à l'étranger. Les heures sup, je vois beaucoup de youtubeurs qui disent que c'est un principe au Japon. Effectivement, c'est quelque chose qui est encore assez ancré dans les anciennes mœurs, on va dire. Justement aussi dans les sociétés japonaises. On reste des fois pour rien, c'est le cas de le dire, c'est juste histoire de dire j'ai fait des heures sup, j'en ai vu le faire. Il y a des gens aussi qui en font parce qu'ils ne savent pas gérer leur planning, c'est quelque chose d'assez exceptionnel je dois dire. Ça peut arriver, même moi ça m'arrive des fois, il y a eu trop de choses à faire, donc on n'a pas fini de faire un truc, il faut absolument que ce soit terminé aujourd'hui. Dans ce cas on reste. Mais j'en ai vu, c'est parce qu'ils ont une mauvaise gestion. Et ils restent à la fin, font des heures, ça ne sert strictement à rien, surtout quand c'est des choses qui peuvent être faites le lendemain. Donc là encore, c'est un petit peu deux poids deux mesures. Certaines sociétés où ça va être ce qu'on dit atalimae, vous allez rester pour faire des heures sup. D'autres sociétés comme moi où je suis actuellement, vous devez obtenir la permission de votre supérieur maintenant pour faire les heures supplémentaires et en justifier la cause. Si concrètement c'est quelque chose qui peut être confié à quelqu'un d'autre, on va vous dire tu transfères ça ou tu donnes ça à machin ou à X et toi tu rentres chez toi, tu ne restes pas. Il faut remettre un peu l'église au centre du village comme on dit. Tout n'est pas un peu heure sup comme je vois beaucoup de youtubeurs raconter. Quand on travaille réellement au Japon, on se rend compte que c'est différent. La hiérarchie au travail, effectivement c'est peut-être un petit peu plus lourd mais aussi beaucoup plus respecté au Japon que ça ne l'est en France. Il y a ce lien entre senpai kohai. Quand vous arrivez dans une société que vous êtes le petit nouveau, vous êtes le kohai. La personne qui va être au-dessus de vous, qui n'est pas spécialement hiérarchiquement parlant, juste qui est dans la boîte depuis un peu plus longtemps que vous, mais au même niveau, va quand même devenir votre senpai. C'est un peu grand frère, petit frère, voilà. Cette personne va par exemple parfois être en charge pour vous former, va vous aider à comprendre certains points dans la société. Après, vous avez forcément, comme partout, même en France, les personnes qui sont au-dessus de vous, à qui on vous demande forcément de montrer du respect. C'est pas toujours évident. Pourquoi ? Parce que dans les sociétés japonaises, il y a encore ce principe de on valorise l'ancienneté plutôt que les compétences. Ce qui fait que quelqu'un qui est arrivé, comme j'en ai vu moi dans l'hôtel où j'étais secrétaire, ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'hôtel, ils sont au poste de manager et ne savent rien faire.
C'est vraiment, à l'inverse, vous avez des gens qui arrivent bien après, qui eux sont hyper compétents et pourtant vont être en dessous hiérarchiquement parlant. C'est donc hyper compliqué quand vous savez faire les choses mais que la personne au-dessus de vous qui ne sait pas faire contredit ou vous dit non, tu ne fais pas ça. Là encore, ce n'est pas dans toutes les sociétés. Les sociétés étrangères, pas toutes, mais dans certaines, on va reconnaître finalement la valeur de la personne plutôt que son ancienneté dans la boîte. Et c'est toujours plus valorisant, n'est-ce pas? Ensuite, c'est vrai, il faut apprendre à lire entre les lignes. En France, on va avoir tendance à être direct et à dire ce que l'on pense tout de suite. Au Japon, c'est un peu plus compliqué. Il est vrai que on ne va pas dire non tout de suite. C'est quelque chose que les Japonais n'apprécient pas spécialement. Il va falloir être un peu plus gentil et prendre des normes, des tours finalement. Vous avez par exemple en France, on va dire non, tu fais ça comme ça. Au Japon, ça va être plutôt, tu sais, tu devrais plutôt faire ça comme ça. La nuance, elle est au final, le résultat est exactement le même, mais la façon de dire va être un peu moins directe, voire beaucoup moins. Il est vrai qu'il y a du bon et du mauvais comme partout, soyons honnêtes. Travailler dans une société japonaise, eh bien, vous fait un peu expérimenter la rigidité. Certaines fois, vous pouvez vous retrouver quand vous avez des demandes, un peu bloquées contre un mur. Il est vrai que par exemple, les congés payés, les UQ, c'est quelque chose qui nous paraît normal à nous, Français, prendre ces congés payés. Après tout, on les a. Au Japon, on les a, mais on ne les prend pas parce que on ne veut pas embêter les autres. Il y a le problème, voilà, de l'absence, ça fait une personne en moins. Et c'est vrai qu'on vous fait ressentir un peu, même quand vous revenez, tu t'es absenté, donc il va falloir que maintenant tu mettes les bouchées doubles pour rattraper tout ce que les autres ont fait pour toi pendant ton absence. À l'inverse, une société étrangère, c'est normal. On va être plus un peu sur ce modèle étranger de tu as des congés payés, tu les prends. Récemment, le Japon d'ailleurs, pour lutter un peu contre ça, a un peu mis cette obligation, même pour les sociétés japonaises, de faire prendre à ses employés les congés payés. Bien entendu, entre la technique et la pratique, il y a parfois une bonne différence. Mais voilà, les grandes sociétés, les grands groupes respectent ces règles. J'ai pu tester les deux et honnêtement, il y a du bon et du mauvais des deux côtés. Dans une société étrangère, tu souffles plus, mais parfois c'est moins carré sur l'organisation. C'est à double tranchant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut penser à ça si vous voulez travailler au Japon. Si vous entrez dans une société japonaise, vous allez donc avoir tout ça, effectivement, peut-être d'anciennes règles, comme on ne part pas avant son supérieur, on reste pour faire des heures sup parce que tout le monde le fait, on ne prend pas ses congés payés parce que sinon on met un peu dans l'embarras les autres. Ça existe encore, et ça peut arriver. À vous de voir si vous êtes d'accord avec ça, si vous sentez finalement de travailler dans des conditions vraiment à l'ancienne, ou si vous préférez être sur quelque chose d'un peu plus, comme à l'étranger. Travailler au Japon, c'est une expérience incroyable, mais il faut aussi connaître la vérité. Ce n'est pas forcément ces tableaux tout noirs que je vois beaucoup décrits sur YouTube. Et toi, est-ce que tu pourrais t'adapter à ce rythme et à cette mentalité? Dis-le moi en commentaire, et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des vidéos sur Hiro et Maman. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!